Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? نسخر كل دي سلسي سوا هذا هو الكوغ اللي صبته هنا بعد حتى لا كونفرساسيون. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, oui, oui, ok. Donc, je vous ai dit que les voies d'administration, l'insuline, la voie intraveineuse n'indiquée qu'en urgence, c'est-à-dire pour réanimer une cétose ou bien une acidocétose. La voie intramusculaire, elle est utilisée, mais en pratique, on n'utilise que la voie IV en cas de cétose, mais c'est pas faux. Et la voie sous-cutanée qui est la plus utilisée en pratique courante. Mais sachez également qu'il existe la voie intrapéritonéale, par exemple pour les malades qui sont déjà sous dialyse. Le matériel d'utilisation. Je vous ai dit tout à l'heure que les stylos à insuline, leur particularité, c'est-à-dire les analogues, c'est les chercheurs ont abouti à la synthèse de cet analogue en modifiant deux acides aminés de la molécule, la B28 et la proline 29. C'est quoi la particularité de ces analogues d'insuline? Par exemple, les insulines humaines, ils sont hexamériques. Ils doivent être dissociés en dimère puis en monomère. Et cette réaction prenait de temps. Or, les analogues d'insuline, et heureusement, alhamdoulilah, qu'on a les trois types d'analogues, c'est-à-dire les rapides, les intermédiaires, c'est-à-dire qui sont mélangés rapides et intermédiaires, et les lents. Ils ont une rapidité d'absorption sous-cutanée. Ils ont un début d'action et un pic d'action plus précoce et plus intense que l'insuline rapide. Ils ont une rapidité de la réabsorption qui est c'est-à-dire une variabilité de résorption qui est moindre, c'est-à-dire épargnant les hypoglycémies et les hyperglycémies interprandiales. Donc, si le malade est sous insuline humaine, c'est vraiment, on a quelques malades, je vous dis que même pas 5% de ma consultation. C'est la seringue à insuline correspondant au flacon d'insuline. Les stylos injecteurs, ce qu'on a généralement, c'est des stylos qui sont préemployés avec de l'insuline, c'est-à-dire c'est le stylo avec la cartouche. Dès que le stylo, c'est-à-dire se termine, on jette carrément le stylo avec la cartouche, avec la cartouche. Nous avons les pompes à insuline portables et les pompes implantables qui ne sont pas commercialisées, qui ne sont pas disponibles en Algérie. Fait un temps, on a fait une petite formation, on a pu avoir quelques pompes, mais malheureusement, il n'y a pas le consommable. Et même ce qui actuellement, ça revient cher pour le mal, pratiquement 20 000 dinars par mois. Et leur indication, surtout la femme enceinte, meilleur équilibre glycémique et surtout en cas de neuropathie, avoir un meilleur équilibre ou bien les hommes d'affaires parce qu'ils sont instables. Mais c'est la meilleure c'est-à-dire façon d'avoir un meilleur équilibre glycémique. La biodisponibilité de l'insuline. Nous avons des facteurs qui peuvent influencer la résorption de l'insuline, c'est-à-dire les facteurs qui sont liés à l'insuline. Là, on ne parle
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. Donc, plusieurs facteurs qui sont liés à l'insuline, les facteurs liés à l'insuline elle-même. On a les facteurs locaux, c'est-à-dire une injection au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire là où la résorption elle est plus rapide parce que l'abdomen est une zone qui est richement vascularisée. Si on va faire une injection sous-cutanée profonde, si on va faire, c'est-à-dire c'est un bain par exemple, puis faire l'injection là, la température élevée du site d'injection et enfin un massage du site d'injection. Là, par exemple, l'absorption, elle va être plus rapide. Et les facteurs généraux, par exemple, exercice musculaire au niveau du site d'injection. Par exemple, faire la course et faire une injection au niveau de la jambe, de la cuisse, pardon. Faire, par exemple, du footing, puis faire une injection au niveau de la cuisse. Faire, par exemple, un bain, puis faire une injection après. D'accord? Quelques modalités pratiques. L'horaire des injections. 15 à 30 minutes, c'est valable pour les insulines humaines. Parce que actuellement, je vous ai dit qu'il y a des analogues d'insuline. Ils sont, c'est-à-dire, si vous allez voir ailleurs tout à l'heure le tableau, c'est-à-dire le début d'action commence à l'instant même. C'est quelques minutes ou bien à l'instant. Donc là, l'horaire des injections 15 à 30 minutes avant les repas, c'est pour les insulines d'action rapide, les humaines et 45 minutes à 1 heure avant les repas pour les insulines, l'insulatar, les intermédiaires, mais qui sont les insulines humaines, pas les analogues, pas les stylos. Je vous ai dit, pour les analogues d'insuline, l'injection peut se faire au moment des repas, c'est-à-dire le malade va faire son injection, il va manger tout de suite. C'est ça l'intérêt des analogues, parce qu'avec les humaines, le malade peut faire son injection, il doit attendre 15 à 30 minutes et à, à ce moment, il peut faire une hypoglycémie. C'est pour ça, actuellement, c'est les meilleures insulines sur le marché dans le monde. D'accord? La technique d'injection, elle se fait toujours perpendiculairement, c'est-à-dire à la peau, désinfectée à l'alcool normal, et c'est-à-dire l'injection, elle se fait en sous-cutanée profonde. Donc, les sites d'injection, il faut toujours, nous avons les bras, la face externe, les cuisses face antérieure et interne, la région lombaire et l'abdomen, la région sous-ombilicale. Toujours faire varier l'injection afin d'éviter les lipodystrophies, c'est-à-dire la complication. Schéma d'insuline. La mise en route d'une primo-insulinothérapie doit toujours se faire en milieu hospitalier. Je n'ai pas le droit de donner l'insuline aux malades à titre externe. Pourquoi? Pour deux raisons. La dose, elle est non fixe. Et deuxièmement, tout malade qui doit être mis sous insuline doit subir, c'est-à-dire doit bénéficier d'une éducation. Et actuellement, au service, il y a des éducateurs sur place. On met le malade par groupe. On va les éduquer comment faire les injections d'insuline, les signes d'hypoglycémie, ainsi de suite. Les différents schémas d'insulinothérapie. Nous avons plusieurs schémas. C'est ça l'intérêt de la durée d'action d'insuline et le début d'action. C'est pas pour rien. Donc, l'insulinothérapie optimalisée, c'est quoi l'insulinothérapie optimalisée? Là où on veut avoir un meilleur équilibre glycémique, c'est-à-dire que ma glycémie à jeun doit être dans les objectifs, ma glycémie postprandiale et l'HB glycémique inférieur ou égal à 6,5, comme au pire, ça sera 7%. Les indications chez qui indiquer cette insulinothérapie optimalisée, elle sera définitive en cas de diabète de type 1. Donc, dès la découverte de diabète, je dois mettre mon malade sous insulinothérapie optimalisée. Je vais vous dire c'est quoi l'insulinothérapie optimalisée. Deuxièmement, en cas dans le diabète de type 2, après échec au traitement oral. L'échec au traitement oral, il est défini par une hyperglycémie chronique avec une hémoglobine glyquée supérieure à 8% à deux contrôles successifs, en dehors d'une infection, d'un stress, d'un traumatisme, c'est-à-dire on cherche toujours une cause de déséquilibre, éliminer tout, et le maladie est toujours
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Donc, je vous ai dit que... euh, oui, docteur, très bien. Je vous ai dit que l'insulothérapie optimalisée, là, on veut avoir un meilleur équilibre glycémique. Elle est définitive dans le diabète de type 1, dans le diabète de type 2, après échec au traitement oral. C'est quoi la définition d'un échec au traitement oral? C'est quelqu'un qui est diabétique de type 2, après une longue année, c'est l'évolution naturelle de la maladie, c'est après une longue date, le malade va devenir insulino-nécessitant insulino-récréant, c'est-à-dire que son pancréas ne sécrète plus d'insuline, parce qu'à la découverte de diabète, 50% de la sécrétion d'insuline, elle est, c'est-à-dire il y a une destruction de 50%, et 50% restant. Ces 50%, le malade va les épuiser au fil des années, ce qu'on appelle le diabète insulino-récurrent, insulino-nécessitant. Là, c'est un malade que malgré qu'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'affection intercurrente, qu'il a une bonne activité physique, qu'il respecte les mesures hygiéno-diététiques, il a des HbGlycés toujours, il est toujours déséquilibré avec des HbGlycés supérieurs à 8%. Là, c'est l'heure de l'insuline, ce qu'on appelle l'échec au traitement oral. D'accord? Et dès l'installation d'un diabétique, c'est-à-dire de type 2, complications chroniques, surtout, je vous ai dit tout à l'heure que la rétinopathie ou bien l'insuffisance rénale, parce qu'on va voir après avec les antidiabétiques oraux, ils deviennent contre-indiqués lorsque la clairance est inférieure à 30 millilitres par minute. Là, elle est définitive. L'insulinothérapie, elle est temporaire, c'est-à-dire je vais la mettre puis je vais l'arrêter. En cas d'infection sévère, par exemple diabétique de type 2, il me faut une bronchopnéopathie, je vais arrêter l'hospitaliser, arrêter des antidiabétiques oraux et mettre l'insuline. Quelqu'un a une neuropathie hyperalgique, je vous ai dit tout à l'heure que baisser la glycémie, la normalisation de la glycémie baisse le seuil de la douleur. La préparation à l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être qui va être opéré, surtout le cataracte ou bien une LV, la lithiase vésiculaire. Là, généralement, on va arrêter les antidiabétiques oraux et mettre le malade sous insuline. Au cours de la grossesse, soit que la malade, elle est déjà diabétique de type 2, les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués au cours de la grossesse, je vais mettre malade sous insulinothérapie transitoire, puis je vais arrêter après la grossesse, soit le malade présente une complication aiguë telle que l'acétone. Quels sont les schémas de cette insulinothérapie optimalisée? Les différents schémas d'insulinothérapie optimalisée. Nous avons schéma à 4 injections. Là où on veut avoir un meilleur équilibre, c'est-à-dire on va donner une insuline lente qui va assurer les besoins de base généralement à 22 heures après
le repas, c'est-à-dire après le dîner. Et on va donner des insulines rapides, des bolus, aux différents moments de la journée. Nous, normalement en Algérie, on a 3 repas principaux le matin, au petit-déj, le déjeuner et le dîner. Donc, les rapides au moment du petit-déj, le déjeuner, le dîner, et une insuline lente à 22 heures. Ça, c'est un schéma d'insulinothérapie optimalisé. On l'appelle le basal bolus. C'est le gold standard. C'est le meilleur schéma utilisé chez nous et pratiquement tous nos malades sont sous basal bolus. Généralement, il mime une insulinosécrétion physiologique. Donc, un des meilleurs schémas, c'est le basal bolus. C'est quoi par définition le basal bolus? C'est une donner des bolus de l'insuline rapide aux différents moments de la journée, au moment des repas, et insuline lente qui va assurer les besoins de base à 22 heures. Donc, rapide à 8 heures, rapide à midi, une insuline rapide au dîner et une lente à 22 heures, généralement après le dîner. Le deuxième schéma, c'est la même chose. Je vais donner de l'insuline rapide aux différents moments de la journée. L'insuline rapide se donne toujours au moment des repas, pas après, avant le petit-déj, avant le déjeuner, avant le dîner. Et là, au lieu de donner une lente, je vais donner une insuline premix. C'est quoi l'insuline premix? Si vous allez revoir tout à l'heure le tableau, ce sont des insulines qui sont mélangées. Il y a une proportion d'insuline rapide et une proportion d'insuline intermédiaire. D'accord? Rapide, intermédiaire, 25%. Il y a 25 de la rapide, 75 de l'intermédiaire. 30%, 30% de la rapide et 70% de l'intermédiaire. 50, 50 rapide et 50 intermédiaire. D'accord? Donc, soit je vais donner une lente et ce sera le basal bolus, soit la même chose rapide et je vais donner une primex. Je suis libre de mon choix. Ça dépend du malade, ça dépendra du médecin. Là, je vais passer à l'insulinothérapie à 3 injections. Je vais donner soit une insuline prémixte, c'est-à-dire mélanger toujours le soir, et de l'insuline rapide le matin et à midi. D'accord? Je peux donner une insuline rapide le matin, une insuline rapide à midi et une prémixte mkhalta à 20 heures. Ça, c'est 3 injections. Comme je peux donner une insuline lente le soir et une insuline rapide avant le repas, c'est-à-dire le petit déjeuner et le déjeuner. Vous avez compris? Et troisième schéma, je vais donner une prémix, c'est-à-dire une mélangée, matin et soir, et je vais donner une rapide à midi. Généralement, c'est des malades qui présentent des hyperglycémies postprandiales après le repas de déjeuner. Là, pour casser cette hyperglycémie postprandiale après le déjeuner, je vais donner une rapide. Mais le matin, le malade va prendre une prémix le matin, une prémix à 20 heures, et à midi, je vais donner une rapide. Est-ce que vous avez compris? Schéma à 3 injections. Une rapide le matin, une rapide à midi, une prémix le soir. Soit une rapide le matin, une rapide à midi et une lente le soir, soit une rapide le matin, une prémix le matin, une prémix le soir et une à midi. Très bien. Schéma toujours de l'insulinothérapie optimalisée, schéma à 2 injections. Oui, c'est clair, très bien. Donc, schéma à 2 injections, généralement, là, on peut donner, par exemple, je ne peux pas donner que de l'insuline rapide. Ça ne marche pas parce que l'insuline rapide, elle ne va pas durer 2 heures de temps. C'est faux. Normalement, si le malade est sous 12 injections insules par jour, ça ne peut être que les prémixtes. Et là, vous avez le choix, soit 25, soit 30, soit 50. D'accord? Je vais passer à l'insulinothérapie à objectif limité, c'est-à-dire là où je peux avoir, c'est-à-dire je suis moins stricte, c'est généralement éviter les hypoglycémies et les complications aiguës. Je peux tolérer une glycémie jusqu'à 1,60 g et une postprandiale jusqu'à 2 grammes. Quelles sont les indications? Ce sont les diabétiques dont l'espérance de vie elle est courte, c'est-à-dire je ne vais pas m'amuser de donner un homme qui a plus de 70 ans ou bien 80 ans à donner 3 ou 4 injections par jour. Quelqu'un qui refuse les contraintes des multi-injections, même si c'est quelqu'un qui est jeune. Par exemple, j'ai un étudiant qui ne peut pas, par exemple, il a des cours à midi à la fac, des TD, je ne peux pas m'amuser à donner de l'insuline rapide. Là, il peut faire une hypoglycémie et mourir. Je vais donner 2 injections par jour à condition
d'avoir un meilleur équilibre glycémique. Mais je dois me justifier que pas de triple injection pour raison d'éloignement, c'est-à-dire il y a toujours une excuse. Parce que normalement, schéma à 2 injections, par exemple, je ne peux pas le donner à un sujet jeune, non compliqué. D'accord. Donc, sujet jeune refusant les contraintes des multi-injections, ou bien toujours la rubrique d'un diabète de type 2 après échec des antidiabétiques oraux. Les modalités, c'est clair ici, nous avons que 2 types, c'est-à-dire c'est 2 fois par jour, soit qu'on a les stylos, si les premix à 25, à 50 ou bien à 30, soit on a les monophasiques, la MPH, c'est les humaines, c'est les insulines humaines. Honnêtement, ils sont pratiquement plus commercialisés. Généralement, on ne donne que des stylos, soit à 25, soit à 50, soit à 30. D'accord. Bien sûr, si le malade il est sous, euh, insuline humaine, je vous ai dit tout à l'heure que les modalités, il doit attendre 15 minutes pour, pour les prémix, il doit attendre jusqu'à 45 à 60 minutes. Et là, malheureusement, le malade peut faire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Désolé, c'est toujours problème de connexion. Donc, l'insulinothérapie à objectif optimal, c'est-à-dire à objectif limité, c'est n'utiliser que 2 injections par jour. Soit que c'est une monophasique, ça sera que des humaines, soit les biphasiques. Les biphasiques, on a les humaines, on doit attendre 15 à 30 minutes. Si on a les analogues qu'on utilise le plus couramment utilisé actuellement, ce sont 10 stylos. On ne peut pas attendre, c'est au moment des repas. Troisième schéma d'insulinothérapie, l'insulinothérapie de survie. Là, l'objectif, c'est éviter les complications aiguës et les indications, c'est les sujets dont l'espérance de vie, elle est très courte, ou bien les malades qui ont un handicap psychique, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire prendre le traitement par voie orale. Là, c'est une seule injection par jour. Mais ce qui est valable pour ça, il n'y a que de l'insuline lente. On donne une injection par jour juste pour éviter les complications aiguës. Quels sont les accidents et les incidents? Bien sûr, l'insuline, c'est une hormone donc hypoglycémiante, bien sûr, l'hypoglycémie. C'est pour ça, nous, il faut éduquer le patient et l'entourage afin de reconnaître les manifestations cliniques, traiter et surtout les prévenir. Les réactions allergiques qui sont devenues rares depuis l'avènement des analogues d'insuline qui sont hautement purifiés. Et enfin, les lipodystrophies. Là, c'est toujours l'éducation, sont devenues rares depuis, c'est-à-dire l'éducation maintenant, même les médecins généralistes ont fait beaucoup de formations médicales continues. On cherche à chaque consultation les sites d'injection pour voir est-ce que c'est une lipoatrophie, c'est-à-dire une excavation ou bien une lipohypertrophie. D'accord.
mais rare depuis l'avènement de l'éducation qui fait partie intégrante du traitement. Les conseils hygiéno-diététiques, bien sûr, ça va de soi. Je vais donner de l'insuline, mais le malade doit suivre une alimentation saine et équilibrée afin d'éviter les hyperglycémies postprandiales et les hypoglycémies interprandiales. Donc, cette alimentation doit apporter 50% du glucide, 30% des lipides et 15 à 20% des protéines. Bien sûr, la consommation de sucre rapide uniquement en fin des repas et en quantité limitée ou bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, merci. Donc, consommation de sucre rapide. Le malade n'a le droit de prendre un sucre rapide que uniquement en cas d'hypoglycémie, soit en fin de repas et en quantité limitée. Et toujours éviter les boissons sucrées. Consommation limitée en graisses saturées qui favorise l'athérosclérose. Surtout préférer les acides gras insaturés qui sont non athérogènes au profit des acides gras. Plutôt éviter les acides gras saturés qui sont athérogènes et profiter, c'est-à-dire privilégier les acides gras insaturés. D'accord? L'hygiène de vie. Lutter contre le tabagisme, un facteur de risque. Activité physique avec les deux mots-clés, adaptée et régulière. Ce qui est recommandé actuellement, c'est une marche, c'est-à-dire c'est 30 minutes par jour pendant, c'est-à-dire 5 fois par semaine. Et elle doit être adaptée et régulière, pas une marche par mois. Adaptée, c'est-à-dire au cas par cas, si le malade il est âgé ou bien il est jeune, si quelqu'un qui est coronarien ou quelqu'un qui est indemne de toute pathologie cardiaque. Et régulière. Éviter les sports violents, on préfère généralement le sport d'endurance, c'est-à-dire avant chaque exercice physique, prendre les précautions nécessaires. Quand on a vu parmi les causes d'hypoglycémie, c'est un effort physique qui n'est pas programmé. C'est-à-dire, soit le malade, quand il va faire un effort physique, soit le sport ou je ne sais pas quoi, il doit prendre les précautions nécessaires. C'est-à-dire, généralement, augmenter l'apport en hydrate de carbone. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Shahrazad, cinéma Shahrazad, le centre-ville. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je vous ai dit que l'hygiène de vie fait partie intégrante du traitement. Donc, lutter contre le tabac, activité physique adaptée et régulière au cas par cas en fonction des pathologies sous-jacentes et en fonction de l'âge. Éviter les sports violents, privilégier, pas de diapo. Ça vient, oui, c'est affiché. Et activité physique, si vous programmez une activité physique, réduire, c'est-à-dire la dose d'insuline et augmenter l'apport en hydrate de carbone. D'accord? J'ai terminé avec le diabète de type 1. Là, je vais passer aux antidiabétiques oraux. Nous avons plusieurs classes thérapeutiques. Nous allons les voir un par un. Premièrement, les sulfamides d'hypoglycémiant. Bien sûr, ils stimulent l'insulinosécrétion, ce qui explique leur pouvoir hypoglycémiant. Ils diffèrent par leur durée d'action et leur puissance. Actuellement,
Plutôt, avant, il fut un temps, il existait des sulfamides de première génération qui ne sont plus utilisés. Actuellement, nous avons que les sulfamides de deuxième génération. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je vous ai dit qu'autrefois existaient des sulfamides de première génération. Actuellement, on n'utilise que les sulfamides de deuxième génération. D'accord? En raison de leur demi-vie qui est courte,